Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui, on va continuer la série avec John l'attaquant et Julien le développeur web. Donc comme d'habitude, je rappelle que tous les noms, que ce soit de sociétés, de personnes ou bien tous les logos ou toute autre information de cette série ont été inventés juste pour l'exercice et sont purement fictives. Alors la dernière fois, on avait fait une attaque par brute force parce que l'attaquant il était coincé sur la page de login. Il avait donc essayé, grâce à des dictionnaires d'identifiants et de passwords, tout un tas de combinaisons pour finalement découvrir quelques couples identifiants-passwords qui marchaient. Et bien aujourd'hui, on va essayer de mener une autre attaque, toujours à partir de cette page de login, et c'est ce qu'on va appeler une attaque par SQL injection. Alors, un attaquant, quand il arrive devant cette page, il doit bien se douter que l'identifiant qui est saisi dans ce champ et le mot de passe dans le champ suivant, quand ils sont transmis au serveur, ils doivent être comparés avec des valeurs stockées en base. Alors ça veut dire que quelque part, il doit y avoir une requête dans la base de données qui sera du type select quelque chose, donc des colonnes, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment elles s'appellent, from une table, on ne sait pas non plus comment elle s'appelle, users, user sans S, utilisateur, on ne sait pas. Where, donc, et une condition dans la clause where qui va impliquer l'identifiant et le mot de passe. Alors, on ne sait pas comment s'appelle la colonne qui stocke l'identifiant, ni la colonne qui stocke le mot de passe. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si cette requête renvoie une réponse, c'est que l'identifiant et le mot de passe étaient corrects. Et du coup, on va nous laisser nous connecter. Et si par contre cette requête ne renvoie pas de réponse, eh bien on ne va pas être connecté et on va avoir un message d'erreur, login ou password incorrect. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une valeur un peu astucieuse pour l'identifiant, hein, donc la valeur qu'on va passer là, qui permettrait éventuellement d'influencer le comportement de la requête SQL. Parce que la valeur qu'on va passer ici, forcément, à un moment donné, elle va se retrouver utilisée dans la clause where de la requête SQL. Et c'est ça qui va nous permettre d'utiliser la faille par injection SQL. Alors bien sûr, il faut que le site soit sensible à cette faille, hein. Si le développeur a bien fait son travail, normalement, il n'est pas sensible à cette faille. Mais rappelez-vous, Julien est un développeur débutant. Il a peut-être laissé traîner ce genre de problème. Alors comment se rendre compte si on a ce genre de problème? Eh bien, l'identifiant et le mot de passe que l'on saisit, ce sont des chaînes de caractères. Et bien souvent, en SQL, quand on fait une comparaison entre chaînes de caractères, on va faire quelque chose du type, donc la colonne, on ne connaît pas le nom, égale la valeur. Et la valeur, qui est une chaîne de caractères, va être saisie entre simples quotes. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe si dans la valeur, je mets moi-même un simple quote? Si je fais ça, eh bien, ça va interrompre la syntaxe normale, la syntaxe valide du SQL, et ça va introduire probablement une erreur, et c'est ce qu'on va regarder ici. Alors j'essaye par exemple Toto, guillemets simple, Titi, et je mets n'importe quoi ici comme mot de passe. J'essaye de valider, et voilà ce qui se passe. Alors là, je tombe sur une erreur, et j'ai modifié un petit peu le code pour, en cas d'erreur, afficher la requête. Je vais tout de suite vous montrer la petite modification que j'ai faite dans le code. Alors c'est très très léger. Donc ça c'est le fichier PHP qui contrôle le mot de passe et qu'on avait développé tout au début de la série. On récupérait l'identifiant et le mot de passe envoyé par le formulaire. On construit la requête et on voit ici qu'on construit la requête en incluant l'identifiant entre simple quote et le mot de passe entre simple quote. On fait la requête. Si on obtient un résultat, eh bien on est content, on va créer la session, on fait tous les traitements. Si on n'obtient pas de résultat, on renvoie vers la page de login en disant ben, mauvais identifiant ou mauvais mot de passe. Et si jamais il y a une exception qui est levée lors de l'exécution de la requête SQL parce qu'elle ne respecte pas la syntaxe de SQL, on va passer dans le catch. Alors avant, on ne faisait que afficher erreur,
Et moi, j'ai juste rajouté d'afficher la requête que l'on avait créée ici pour qu'on puisse étudier le problème. Alors, je rappelle que bien sûr, dans un cas réel, il ne faut surtout pas afficher les requêtes en erreur dans les messages d'erreur, parce que c'est du pain béni pour un attaquant, ça donne beaucoup trop d'informations sur la structure de la base, le nom des colonnes, le nom des tables, et la logique sous-jacente, et il ne faut surtout pas donner ce genre d'informations. Alors, regardons un petit peu dans PHP pourquoi cette requête, elle ne marche pas. Donc je me connecte sur PHP donc on a une base de données qui s'appelait banque, je vous rappelle. Je vous renvoie aux vidéos précédentes si ça ne vous parle pas. Je vais dans SQL, je copie ma requête et je vais essayer de l'exécuter. Et là, erreur. Bon, on n'est pas surpris. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe près de Titi. Et c'est normal, puisque ici, si on regarde bien, on a fermé la chaîne de caractères totaux. Et après, SQL ne s'attend pas à une instruction Titi guillemets qui n'existe pas dans son langage. Donc par exemple, si je commente tout ça, donc je vais le laisser ici, voilà, et je vais juste rajouter un dièse pour commenter la suite. Donc de cette façon, il va ignorer tout ça. Là, ça va marcher. Enfin, en tout cas, d'un point de vue syntaxe SQL, ça fonctionne. Il n'y a plus d'erreur. Par contre, comme il n'y a aucun utilisateur dont l'identifiant est auto, eh bien, la requête select ne me renvoie aucune ligne. Et du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans mon code ici, on ne va pas trouver l'utilisateur. Alors nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est de manipuler la valeur identifiant pour trouver à tous les coups un utilisateur. Alors comment on pourrait faire ça? Si je recopie ici ma requête, alors déjà, pour éviter l'erreur de syntaxe, on met la suite en commentaire. Et donc là, on a une requête, select quelque chose from une table, where l'identifiant égale Toto. Donc ça, on sait que c'est probablement faux, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un identifiant Toto. Mais par contre, on aimerait bien transformer ça en quelque chose de toujours vrai. Eh bien, rappelez-vous la vidéo sur la logique booléenne. Pour transformer une condition en toujours vrai, il suffit de faire un OR avec quelque chose qui est toujours vrai. Par exemple, OR 1 égale 1. 1, c'est toujours égal à 1, donc ça c'est toujours vrai. Donc identifiant égale Toto qui vaut vrai ou faux, on ne sait pas, mais à la rigueur c'est pas grave, ou quelque chose qui est toujours vrai, au final, la condition sera toujours vraie. Et du coup, si au lieu de mettre Toto ou Toto guillemets Titi comme valeur d'identifiant, si je mets Toto guillemets or 1 égale 1 dièse, eh bien on va voir ce qui se passe. Je vais le faire tout de suite. Donc je retourne sur la page de login. D'ailleurs, je vais compléter ici. Donc, espace, or 1 égale 1. Et pour pas qu'il y ait d'erreur, je commente ce qu'il y a derrière. Donc j'ai toujours laissé n'importe quoi comme mot de passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est connecté. On est connecté parce que la requête renvoie toujours un résultat, puisque dans la clause where, on s'est arrangé pour que ce soit toujours vrai. Alors, qu'est-ce qu'elle renvoie, la requête? Donc, on va la jouer dans PHP Eh bien, elle renvoie la liste de tous les utilisateurs. Évidemment, puisque ici, on a une condition qui est toujours vraie. Donc, on n'en sélectionne pas qu'un seul, mais on les sélectionne tous. Alors du coup, on tombe pourtant sur la page d'un seul utilisateur, évidemment, hein, et certainement du premier. Ça, c'est tout simplement parce que dans le code, ici, qu'est-ce qu'on fait? Après la requête, on fait un fetch. C'est-à-dire, je prends le premier résultat de ma réponse, et ça me suffit pour savoir si le login password était correct, et pour du coup afficher la page de liste des comptes. Et voilà, et donc grâce à ça, sans connaître le mot de passe, et sans du coup le deviner, hein, eh bien on a une possibilité pour se connecter. Alors par contre, on ne choisit pas exactement avec quel utilisateur on va se connecter et on ne connaît pas son mot de passe.
mais déjà on a quand même réussi à se connecter sur le site. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une injection SQL parce que on injecte, on envoie au serveur, ça veut dire du code SQL dans un champ qui était censé contenir uniquement du texte normalement, mais comme il y a une faiblesse côté serveur, eh bien ce texte est interprété comme du code SQL. Alors la prochaine étape, eh bien sûr, c'est de voir comment sécuriser cette faille. Donc pour faire ça, je retourne dans le code ici et on va agir sur notre requête. Alors je vais mettre en commentaire toute la partie qu'on avait fait la dernière fois et qui n'est pas sécurisée et on va réécrire ce code. Alors toute la faiblesse ici réside dans le fait que identifiant et mot de passe sont intégrés directement à la requête, puis la requête est envoyée à la base de données qui va donc compiler cette requête-là avant de l'exécuter. Compiler, c'est-à-dire qu'elle va analyser la syntaxe et à ce moment-là, elle disposera des données. Ce qu'on va faire pour se protéger, c'est utiliser ce qu'on appelle des requêtes bindées et on va séparer ce qui est du pur SQL de ce qui est de la donnée fournie par l'utilisateur. Et on va aussi procéder en deux étapes. D'abord, on va demander à préparer la requête en laissant des trous dans la requête là où il faudra aller insérer les données. Et comme ça, le moteur de base de données va compiler le SQL. Ce SQL-là sera immuable et ne sera en aucun cas impacté par une valeur de la donnée, même si cette valeur contient du code SQL, qui cette fois-ci ne sera pas interprété comme du code SQL. Alors allons-y, comment on fait ça? Déjà, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va utiliser la fonction prépare du PDO. Donc je prends une variable, par exemple ici, on va la mettre, je vais l'appeler requête à trous. Vous allez voir pourquoi après. Requête à trous, ça va être donc notre PDO. Alors je vous rappelle, hein, le PDO, c'est ce qui permettait de connecter à la base de données. C'était traité dans le fichier db.php. Je vous renvoie à des vidéos précédentes si ça ne vous parle pas. On avait passé du temps à préparer tout ça. Et donc on va lui dire de préparer la requête. Et la requête à préparer, ça va être ça. Mais on va un petit peu la modifier, bien sûr. J'agrandis un peu. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que partout où il y avait des données, eh bien, en fait, on va laisser un trou. On va laisser un trou ici et on va laisser un trou ici. Alors, je mets tout ça quand même entre guillemets. Et ce trou, on va lui donner un nom pour après aller lui affecter une valeur. Donc là, par exemple, on va l'appeler IDF. Et celui-là, on va l'appeler par exemple MDP. Donc ça, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des références vers un trou dans la requête. En faisant ça, la base de données va compiler le SQL sans préjuger de ce qui est dans les trous. Et ensuite, on va aller remplir les trous, c'est-à-dire qu'on va aller lier une valeur avec les trous qu'on a laissés. C'est pour ça qu'on appelle ça des requêtes bindées, parce que binder, ça veut dire lier. Et enfin, on va exécuter. Alors là, le premier trou, on le connaît, hein, ce sera identifiant, et le deuxième trou, ce sera mot de passe. Donc comment on fait pour binder, pour lier les trous avec leurs valeurs? Eh bien, on va faire un bind param, voilà, et on va lui dire que dans le paramètre qui s'appelle IDF, tu vas aller mettre la valeur de la variable identifiant qu'on a récupéré du formulaire. Et ça, du coup, il va aller l'injecter dans le trou qu'il a laissé, mais dans du code SQL déjà compilé et qui donc ne sera pas impacté par le contenu de la variable identifiant, y compris si ce contenu contient du SQL. Alors évidemment, on va faire la même chose pour binder le deuxième paramètre qui s'appelle
MDP et qui contient le mot de passe. Et voilà. Et là, on a une requête sécurisée. On n'a plus qu'à l'exécuter. Donc maintenant, c'est plus une requête à trous, hein, puisqu'on vient de remplir les trous, mais bon, c'est pas grave, elle s'appelle toujours requête à trous. Et donc là, eh bien, je vais tout simplement l'exécuter. Execute. Voilà, et on n'a plus qu'à faire un fetch sur la requête. Alors, c'est une syntaxe donc un petit peu différente hein, de quand on n'utilise pas les requêtes bindées, mais le principe reste le même. Je fais un fetch pour récupérer l'utilisateur trouvé. Voilà, et normalement, la suite devrait rester inchangée. Alors, on va tout de suite tester en revenant sur Login. Déjà, essayons de nous connecter avec un compte qui marche, qui existe, qui s'appelle Julien, le cas normal. Voilà, donc ça fonctionne. Essayons maintenant une injection SQL. Donc si je mets Toto, guillemets, or 1 égale 1 et je mets en commentaire la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il se passe qu'il y a erreur, mauvais identifiant ou mot de passe. Donc cette fois-ci, l'injection SQL n'a pas marché, on est protégé. Donc la faille SQL, c'est une faille très critique. On a vu qu'elle nous permettait de nous connecter en tant qu'un utilisateur. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas choisi, mais néanmoins on avait accès au site. On avait compromis du coup les données de l'utilisateur en question, mais c'est aussi un point d'entrée pour appliquer toutes les autres attaques qu'on avait vues précédemment. Par exemple, on pourrait essayer d'envoyer du code JavaScript piégé dans le cadre d'une XSS. On avait vu aussi que c'est en connaissant et en naviguant dans le site que John avait pu tendre un piège à un autre utilisateur en utilisant la faille CSRF, ou bien encore qu'il avait trouvé des failles de type IDOR. Donc c'est vraiment critique, ça permet d'entrer sur un site pour éventuellement après mener des attaques plus élaborées. Voilà, on en a fini avec l'injection SQL simple, qui est déjà très critique, mais la prochaine fois, on va continuer sur l'injection SQL et cette fois-ci, John va essayer de faire encore mieux et d'aller downloader toutes les données de la base, y compris les données de tous les utilisateurs avec leur mot de passe. C'est pourquoi je ne vais pas activer pour l'instant notre fixe sur la faille par SQL d'injection. On va dire que pour l'instant, Julien ne l'a pas corrigé. La faille reste là et on verra dans la prochaine vidéo comment John peut aller encore plus loin que simplement se connecter avec le premier utilisateur de la liste. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires. Je vous prépare la prochaine vidéo. On va voir si John arrive à trouver toutes les données de la base. Je vous dis à bientôt et vive la cyber.